plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Chauffeur de taxi, un métier à risque au Sénégal. 72 heures après l'assassinat de Moustapha Gueye, les taximans disent être régulièrement victimes d'agressions. Moustapha Gueye, un chauffeur de taxi dont le corps a été retrouvé sans vie après qu'il ait été assassiné suite à plusieurs blessures causées par un objet tranchant. La polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, une infrastructure à 60 milliards de francs CFA et qui devrait réduire de manière significative les évacuations sanitaires au Sénégal. Ce vendredi, le chef de l'État a assisté à la cérémonie de lancement des travaux d'un établissement très attendu, en particulier pour les malades qui souffrent d'insuffisance rénale. Les détails dans ce journal. Démarrage hier de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences dont sont victimes les femmes. Dans la région du Sahel, les femmes ont un rôle important à jouer dans le processus de paix. Afin de les impliquer dans la recherche de la stabilité sociale, un mémorandum a été signé entre l'ONU et le Centre de réflexion Afrikajom. En sport, démarrage ce vendredi de la Coupe sénégambienne de golf. Le Sénégal fait une entrée marquée dans la compétition avec une première manche perdue dans l'épreuve des individuels. Les détails, ce sera en fin de journal. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Assassinat de Moustapha Gueye, un chauffeur de taxi retrouvé mort dans son véhicule au niveau de la piscine olympique. Les deux meurtriers présumés de Moustapha Gueye ont été arrêtés mercredi et sont actuellement en garde à vue. D'après plusieurs chauffeurs de taxi rencontrés par la rédaction, ils exercent un métier à risque et sont souvent victimes d'agressions. Leur réaction, c'est dans ce reportage. Il est signé Mohamedou Lamine Fall et Pape Sangoné Mbaye. L'assassinat de Moustapha Gueye, chauffeur de taxi retrouvé mort à proximité de la piscine olympique, provoque l'émoi et la consternation parmi les taximans. Nous regrettons fermement l'agression de cet honnête citoyen qui était avant tout un père de famille. Nous regrettons cet acte odieux. Nous sommes juste des jeunes qui se débrouillent. Malheureusement, des agressions mortelles, les chauffeurs de taxi en sont souvent victimes. Il y a 2 ou 3 ans de cela, un collègue taximan s'était fait poignarder. 4 malfaiteurs lui avaient tendu un piège avant de lui casser le bras pour ensuite disparaître avec sa voiture. J'ai une fois transporté des clients, mais quand j'ai su qu'ils étaient des agresseurs, je me suis directement rendu à la police. Ils déplorent par conséquent le risque élevé qu'il y a dans leur métier et en appellent aux autorités. J'exhorte mes collègues chauffeurs de taxi à redoubler de vigilance et d'attention. Les autorités doivent s'impliquer pour mettre un terme à cette insécurité galopante. L'assassinat de Moustapha Gueye, chauffeur de taxi, vient relancer le débat sur la lancinante question de l'insécurité à Dakar. Beaucoup d'agitation ce vendredi au camp pénal de Liberté 6. Alors que sur les réseaux sociaux, on parle de mutinerie, l'administration pénitentiaire s'est exprimée dans un communiqué. Les responsables du camp pénal ont indiqué qu'après une fouille de routine, des détenus s'en sont pris à l'un de leurs soupçonnés co-détenus et ils l'ont soupçonné d'être un informateur. La situation aurait alors dégénéré. Retour sur cette journée de tension. C'est avec Habib Faye et Pape Sangoné Mbaye. Le milieu carcéral fait encore jaser. Des échauffourées survenues au camp pénal ce matin, des faits relatés sur la toile affirmant des mutineries au sein de la prison, des accusations non fondées selon l'inspecteur régional de l'administration pénitentiaire. Les gens ont fait une fouille au niveau de la chambre 10 et la fouille est réglementée par le décret qui organise notre travail. En tout cas, l'information faisant état d'une mutinerie n'est pas vraie. L'information faisant état de maltraitance n'est pas vraie. L'information faisant état de brimade n'est pas vraie. Donc vraiment, nous, on a été très surpris de voir même toute l'ampleur que cela a pris. Bon, il pense que ce détenu
vend la mèche, que ce détenu informe les gens de l'administration pénitentiaire pour leur dire qu'il y a un portable, il y a du chanvre au niveau de la chambre. Donc il y a une bagarre qui a eu lieu entre détenus et les agents naturellement sont intervenus pour les séparer. Il y a eu résistance de la part des détenus qui n'ont pas voulu rejoindre leur cellule, mais les gardes pénitentiaires ont su faire face. Et sur ces entrefaites, ils ont refusé et nous, on a utilisé des grenades lacrymogènes pour les réintégrer. Ils ont tous réintégré sans aucun problème. Et il n'y a eu aucun blessé. Quand on a voulu les réintégrer, ils ont pris tout ce qui était à leur disposition pour jeter sur les gens de l'administration pénitentiaire. Voilà. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts signalés. Au contraire, il y a eu un blessé même du côté de l'administration pénitentiaire parce qu'un agent administratif a reçu une pierre, mais quand même, ce n'était pas grave. 2 détenus asthmatiques ont été reçus à l'infirmerie parce que certainement c'est l'effet du gaz. Donc vraiment, c'est ça qui s'est passé. L'administration pénitentiaire du camp pénal a rejeté tout ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux sur cette affaire qui remet au goût du jour la surpopulation carcérale. Parlons santé à présent. Dans la région de Mbour, lundi prochain, les travailleurs du secteur de la santé vont déposer un préavis de grève. Une décision que ces travailleurs justifient par l'occupation de l'entrée des structures sanitaires. D'après eux, de nombreux commerçants n'hésitent pas à s'installer juste devant les hôpitaux. Le maire de la commune de Mbour promet de lancer rapidement une opération de déguerpissement. Reportage de nos correspondants Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des étals de fruits et légumes, des voitures de transport interurbain stationnées devant les structures sanitaires de Mbour. Une situation que dénoncent les acteurs de la santé. Nous avons tous constaté que le centre de santé de Mbour, sa devanture est devenue un lieu d'étalement de marchandises et de stationnement de véhicules. Ce que nous constatons anormal est que nous dénonçons avec la dernière énergie. Ces acteurs de la santé prévoient même un mouvement d'humeur afin de résoudre ce problème. La semaine passée, on avait organisé un sitting. À travers le sitting, l'Assemblée a décidé et a donné mandat au bureau de déposer un préavis de grève et de suivre le dossier de près jusqu'à ce que le dossier soit évacué de façon définitive. Le maire de la commune de Mbour dit prendre des mesures pour désencombrer la devanture des structures sanitaires. De toute façon, on va s'y mettre le plus rapide. On va continuer à s'y mettre avec les préfets pour désencombrer tout cela. Ça, ne vous en faites pas, on va le faire le plus rapidement possible. Les acteurs de la santé de Mbour disent aussi déposer un mémorandum auprès des différents maires des communes du département de Mbour pour les informer des différents problèmes que rencontrent les blouses blanches. Démarrage ce vendredi des travaux de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, un projet de 60 milliards de francs CFA et qui, d'après le chef de l'État, devrait permettre de réduire de manière significative les évacuations sanitaires. Le président de la République a indiqué que cette nouvelle structure hospitalière va offrir des soins de qualité avec des équipements à la pointe de la technologie. Parmi les spécialités médicales qui y seront pratiquées, la transplantation rénale, particulièrement nécessaire au Sénégal où de nombreuses personnes souffrent d'insuffisance rénale. Retour sur cette cérémonie de lancement des travaux, c'est avec Alioune Diagne. Vers un soulagement définitif des hémodialysés devant subir une transplantation rénale. Après la construction des hôpitaux de Sédhiou, Kaffrine, Kédougou, Touba et le lancement des travaux du Centre national d'oncologie de Diamniadio, la pose de la première pierre de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar a été effectuée ce vendredi. L'amélioration des performances de notre système de santé demeure une priorité de mon action. Voilà pourquoi j'attache du prix à la construction dans les meilleures conditions de cet édifice public d'envergure. Une architecture hospitalière ayant pris du temps dans sa conception. Il faut dire qu'avec 100 chambres pour un investissement de 60 milliards de francs CFA entièrement financé par l'État du Sénégal, l'attente en valait la peine. Un projet innovant, sans précédent, qui va permettre à notre pays d'élargir sa carte sanitaire en le dotant d'une infrastructure médicale de dernière génération répondant aux normes et standards internationaux. Cette polyclinique
futur pôle d'excellence et de recherche est intégré dans le Dakar Medical City. Le président Macky Sall a donné rendez-vous dans 14 mois pour l'inauguration de cette polyclinique. S'adressant au personnel, il a promis que l'environnement et les conditions de travail vont changer. Le coronavirus, une épidémie qui aura souligné les failles du système de santé au Sénégal. Alors que cet été, les hôpitaux étaient encore submergés par la troisième vague de l'épidémie, le directeur des établissements publics de santé annonce des changements dans la gestion des structures hospitalières. Ousmane Dia est au micro d'Abdourahmane Diallo. Je vous propose de l'écouter. Depuis 2 ans, avec cette pandémie, nous avons entamé un cycle de redéfinition, d'amélioration, mais aussi de résilience, qui nous conduit droit vers une réforme du management, du fonctionnement des structures hospitalières. Et à ce titre, la réflexion entamée aujourd'hui avec les SAF voudrait aujourd'hui s'inscrire dans une perspective de redéfinir globalement le management pour que ça soit beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace, mais que ça puisse servir les populations. Donc à ce titre aujourd'hui, c'est voir dans une mesure possible comment ces chefs de service administratifs et financiers pourront impacter le nouveau modèle de gestion que M. le ministre de la Santé voudrait que nous entamions à travers les différentes instructions reçues du président de la République, qui voudrait qu'on lui propose des réformes en profondeur. Parce que la Covid est venue pour montrer en quelque sorte les faiblesses du système hospitalier. Et à ce titre, une des marques les plus importantes, c'était de voir comment, dans la mesure du possible, faire que le système puisse avoir le niveau de management voulu avec la construction de nouveaux hôpitaux. Et dans ce cadre, il va falloir nécessairement que les chefs des services administratifs et financiers soient en quelque sorte un des pans les plus importants pour que cette restructuration puisse être actée et permettre de satisfaire les populations dans leur prise en charge au niveau des établissements publics de santé. Puis réouverture des mosquées dans la cité religieuse de Tivaouane afin de protéger les fidèles contre l'épidémie du coronavirus. Le khalife général des Tidianes a recommandé la désinfection des mosquées. À Tivaouane, des agents du service de l'hygiène et des volontaires ont procédé à des opérations de désinfection. Une initiative plutôt bien accueillie par les populations. Anta Diop essaye la tire. La brigade régionale de l'hygiène de Thiès est venue soutenir la brigade spéciale de l'hygiène de Tivaouane dans le cadre de la désinfection au niveau de toutes les mosquées de Tivaouane. Munis de leur appareil motorisé TF35, ces agents très motivés sont en action pour procéder à des opérations techniques de désinfection. Avec ce mosquée, c'est pratiquement la 10e structure qu'on vient de faire au niveau de Tivaouane, dans le cadre de la désinfection au niveau de ces mosquées. Donc une désinfection qu'a vivement recommandé le khalife général des Tidianes. Donc après une fermeture pratiquement d'une année de ces structures. Donc présentement nous sommes au niveau des HLM, donc pour faire des opérations techniques, donc de désinfection et de désinsectisation, qui vont contribuer en réalité à endiguer donc l'épidémie au niveau même de la région de Thiès. Donc nous sommes venus avec ces deux types de stratégies. Deux types de stratégies, des renforts de taille vont se faire concernant l'appui en kit d'hygiène. Donc ça va favoriser effectivement donc, le respect aussi des gestes barrières qui est toujours recommandé dans le contexte actuel de l'épidémie de coronavirus. Momodou Kébé, membre de la commission de gestion de la mosquée des HLM COCT de Tivaouane, se dit comblé et félicite les agents du service d'hygiène de Thiès et Tivaouane pour ces actions de haute portée. C'est une action qui est répétitive parce qu'avant cette opération, il y a eu d'autres opérations. C'est des collaborateurs qui nous aident toujours à désinfecter notre mosquée. Pour le capitaine Idrissa Ndiaye, des ressources humaines et matérielles seront déployées aussi à Pire la semaine prochaine pour assurer la couverture sanitaire à l'occasion du Gamou. Parlons de toute autre chose à présent. 1 milliard de francs CFA, c'est la somme dégagée par le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Une enveloppe qui doit servir aux Sénégalais à l'étranger et qui peinent à concrétiser leurs projets. Les financements sont en réalité des prêts qui, d'après le ministre des Affaires étrangères, doivent être remboursés rapidement. Écoutons Aïssata Talsal, elle est au micro de Fatou Bintou Conté. Se financer par lui-même. D'ici quelques années, c'est ça la finalité. On ne doit plus avoir besoin de la DER, on ne doit plus avoir besoin du ministère des Finances. On doit juste, entre nous-mêmes, nous prêter de l'argent, rembourser, nous reprêter sur les remboursements, ainsi de suite, jusqu'à la perpétuité. Dépendant de ce que vous allez faire du crédit,
vos frères et sœurs qui attendent auront ou n'auront pas. Voilà la responsabilité qui est la vôtre en prenant le crédit. Plus vite vous rembourserez, plus vite vous donnerez l'opportunité à d'autres de pouvoir bénéficier des mêmes avantages que vous avez eus en sollicitant le crédit. Démarrage depuis hier de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre dans la région du Sahel. Les violences domestiques sont en hausse. Pourtant, d'après l'ONU, les femmes ont un rôle important à jouer dans le processus de paix. Afin d'impliquer davantage les femmes dans la recherche de la stabilité sociale, un mémorandum a été signé entre l'ONU et le Centre de réflexion Afrikajom. Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye pour les détails. Les conditions de vie et d'existence des femmes dans le Sahel préoccupent ONU Femmes. Oui, le Sahel est l'épicentre du mariage des enfants, de l'excision, des femmes déplacées et de pratiques traditionnelles d'un autre âge. Aujourd'hui, le Sahel doit aussi relever le défi de l'éducation. Je pense que ces jours d'activisme sont un moment d'accélération. Donc du 25 novembre au 10 décembre, le monde entier est mobilisé pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ces violences sont économiques, physiques. Nous parlons aussi des pratiques traditionnelles néfastes. Dans le cadre de ces jours d'activisme pour le droit des femmes, l'implication de la jeune féminine dans le processus de paix est impératif. Les femmes représentent 52% de la population du Sahel. Et aujourd'hui, Alioune nous le rappelle souvent, nous avons plus de femmes victimes de violences, qui sont déplacées par ces conflits que les hommes. Nous disons que ce sont leurs fils, leurs frères et leurs maris qui sont sur le théâtre des opérations. Donc elles sont incontournables dans le Sahel. Nous savons que le Sahel est en crise, mais nous sommes convaincus que les femmes font partie de la solution. C'est pourquoi, en collaboration avec Afrikajom Center, ONU Femmes, concerné les mécanismes d'implication des femmes dans ce processus de paix. L'implication des femmes, c'est extrêmement important parce que les conflits les plus meurtriers que nous avons au Sahel, ce sont les conflits entre les communautés. Les femmes qui ont les maris qui sont sur le terrain, qui ont des enfants qui sont sur le terrain, je pense peuvent être écoutées, peuvent être entendues et peuvent jouer un grand rôle. Un mémorandum a été signé entre les deux parties pour aider les femmes impliquées pour la paix au Sahel. Et puis Alioune Tine, le fondateur d'Afrikajom, demande que le poste de Premier ministre du Sénégal soit attribué à une femme. L'expert indépendant des Nations Unies s'est exprimé au micro de Fatou Bintou Conté. Je vous propose de l'écouter. Quand je regarde aujourd'hui la configuration de nos institutions, vraiment les femmes n'occupent pas un rôle fondamental, que ce soit à l'Assemblée où vraiment on invite son Excellence le président de la République, Macky Sall, de réserver le poste de Premier ministre aux femmes. Je pense que c'est extrêmement important de revaloriser et de remettre effectivement en selle. Parlons agroécologie à présent. Depuis mercredi, des représentants de 23 pays africains se sont réunis pour la deuxième édition du symposium panafricain sur l'agriculture. Mettre à profit le potentiel de l'Afrique pour une avancée de l'agroécologie sur le continent, c'est l'objectif principal de la rencontre qui a réuni plus de 1000 participants. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassam pour les détails. L'agroécologie pour assurer l'autosuffisance alimentaire en Afrique et un développement durable, c'est l'objectif de cet atelier bimodal qui a réuni 1 millier de jeunes. Parce qu'il y aura de plus en plus de bouches à nourrir et pour nourrir ces bouches, il faut qu'il y ait des producteurs, il faut que beaucoup de jeunes s'intéressent à cette agriculture. Pour cela, cette agriculture doit être sexy, pas ce visage de l'agriculture qu'on a toujours eu, de cet homme pauvre qui n'a pas à manger et qui va racheter après ce que lui-même il a produit. Il faut qu'on transforme cette agriculture en une profession, en un métier qui donne envie aux jeunes d'aller vers là. Venu participer, le secrétaire général du réseau africain pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole estime que cette rencontre est venue à son heure. L'agriculture africaine a besoin d'interconnexion, les jeunes Africains, partout où ils sont, parce que le développement de l'Afrique, nous croyons qu'il passe inéluctablement
par le volet agricole. Parce que celui qui contrôle ce que tu manges te contrôle toi-même. Donc nous ne serons indépendants que si nous contrôlons ce que nous mangeons. D'ailleurs, cette pratique est déjà expérimentée en Boro, dans le département de Thiès, et elle commence à porter ses fruits. Donc nous, dans notre travail, on essaie de faire en sorte que les engrais chimiques ne soient pas utilisés. Donc, nous, on est conscient que ces terres-là nous ont été léguées par nos grands-parents. Donc, on essaie de faire en sorte que ces terres-là puissent être utilisées par nos petits-enfants. Ce symposium doit se tenir durant 4 jours et l'appui des autorités est attendu pour la réussite de ce programme ambitieux. 29e édition de la Foire internationale de Dakar. À quelques jours du lancement de l'événement, le ministre du Commerce a effectué une visite pour constater l'avancée des travaux dans les différents pavillons. D'après Aminata Assom Diatta, les travaux seront terminés avant le démarrage de la FIDAK prévu du 6 au 20 décembre prochain. Alassane et Diafaraba. L'heure est au dernier réglage. Les ouvriers s'activent pour terminer à temps, conformément aux instructions. La ministre du Commerce, qui a fait le tour de quelques pavillons, s'est dit satisfaite de l'état d'avancement des travaux. Nous avons voulu en tout cas terminer les travaux très tôt pour permettre aux exposants d'entrer en possession des différents stands et de faire les aménagements qu'ils souhaitent avant l'ouverture. Cette année, vraiment, nous ne voulons pas, après le démarrage de la foire, qu'il y ait encore des travaux en cours. Donc je voudrais féliciter le directeur général pour les diligences qu'il a apportées. J'ai vu également l'espace restauration. Bienvenue à la place Première Dame, en l'honneur de toutes les premières dames, construite pour améliorer le cadre de vie au grand bonheur des visiteurs. Aminata Assom Diatta a procédé à l'inauguration. Comme vous le savez, le cadre de vie doit être attrayant. Et le CICES doit également offrir donc un tel espace pour permettre aux visiteurs de se reposer ou bien en tout cas de se rencontrer, se rafraîchir. Donc je voudrais encore une fois le féliciter, d'autant plus que c'est une place qui est aménagée dans le cadre de la politique RSE. Avant la visite de chantier, la ministre du Commerce a présidé la rencontre Action PME. À travers Action PME, donc, les difficultés des entreprises sont recueillies et le ministère du Commerce et des PME prend en charge ces préoccupations et va à la rencontre des différentes structures pour essayer de trouver des solutions. Nous avons jugé utile de nous appesantir sur la participation du Sénégal à l'exposition universelle de Dubaï. C'est l'occasion pour nous de magnifier véritablement toutes les initiatives du président de la République pour booster le secteur privé. La 29e édition de la Foire internationale de Dakar est prévue du 6 au 20 décembre 2021 et d'ici lundi, tous les stands seront disponibles. En Gambie, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation recommande des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations des droits de l'homme. Hier, jeudi, la commission a remis les conclusions de son rapport au président Adama Barrow. Pour l'avocat et défenseur des droits humains Reed Brody, qui assiste les victimes de l'ère Yahya Jammeh, l'ancien président doit comparaître. Au total, je vous le rappelle, durant ses mandats, entre 240 et 250 personnes seraient mortes. Je vous propose d'écouter l'avocat Reed Brody. D'après le président de la commission, Lamine Cissé, la commission demande que des poursuites soient engagées contre ceux qui portent la plus lourde responsabilité dans des crimes commis pendant le gouvernement de Yahya Jammeh. Même si le docteur Cissé n'a cité aujourd'hui aucun nom, il est évident que Yahya Jammeh figure en tête de la liste des personnes dont les poursuites sont recommandées. Devant la commission, des témoins, même des anciens responsables gouvernementaux, ont directement impliqué Yahya Jammeh dans des meurtres, des viols, des tortures. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le compte à rebours a commencé pour le jour où Yahya Jammeh devra faire face à la justice. Nous avons maintenant la vérité
et il faudra maintenant que le gouvernement de Gambien et tous les gouvernements de la région, le Sénégal qui a perdu des citoyens en Gambie, le Nigeria, le Ghana qui en a perdu 44, s'unissent pour demander des poursuites contre Yahya Jammeh et ses complices. En sport, la Confédération africaine de football donne carte blanche à la FIFA pour une Coupe du Monde tous les 2 ans. C'est l'une des informations sorties de la 13e Assemblée générale de la Confédération africaine de football qui s'est déroulée au Caire. Pour plus d'explications, je vous propose d'écouter Aliou Goloko. Il est journaliste et membre de la commission communication à la CAF. Il est joint par téléphone par Cher Tidiane Diao. C'est une des résolutions phares de cette Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football qui se passe actuellement au Caire. La CAF a donné carte blanche à la Confédération, à la FIFA en tout cas, pour poursuivre la réflexion autour de cette idée. Vous savez que c'est une idée qui est agitée depuis quelque temps et qui est portée par Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal, aujourd'hui devenu directeur du football à la FIFA. Et l'idée est derrière de donner plus de compétition, plus de moyens aux associations membres de la FIFA, mais également c'est dans l'optique d'une inscription de la Coupe du Monde à 48, ce qui ramènerait 9 voire 10 places pour l'Afrique dans cette Coupe du Monde-là. Et en Afrique, et généralement partout dans le monde, participation à une Coupe du Monde, c'est un gain plus accru de moyens pour le développement du football dans les pays qui se qualifient, mais également sur tout le continent. Je vous le disais en titre, entrée manquée pour le Sénégal à la première édition de la Coupe sénégambienne de golf qui se déroule actuellement à Banjul, en Gambie. Les golfeurs sénégalais ont perdu l'épreuve des individuels sur le score de 15-12, avec une deuxième manche à disputer demain samedi, celle de l'épreuve par équipe. Ils restent tout de même déterminés à soulever le trophée. Reportage de Cher Sadibou Diarra et Younous Diatta. La première manche est pour la Gambie. L'équipe nationale de golf du Sénégal perd les séries des individuels 15-12 en dépit du bon comportement de ses professionnels. Les deux pays gardent toutefois espoir pour le sacre. J'aime ce parcours parce que comme c'est un parcours qui est long, et moi je suis un joueur qui frappe. Et ce système, on a eu à venir, raison pour laquelle on est là, ça fait 12 jours. Vraiment, parce que pour 48 heures, on ne peut pas préparer ce Ryder Cup. On est venu, vraiment, c'était un peu dur, mais l'honneur d'un pays vaut plus que ça. Pour moi, quels que soient les efforts, la difficulté, on est arrivé aujourd'hui à sortir premier. Et nous savons que le Sénégal est devant, quel que soit. On essaye, comme on le dit, demain de remettre encore un peu de sauce et après c'est bon. Voilà. Le parcours hostile du golfe gambien est, entre autres difficultés, à surmonter par les golfeurs sénégalais pour remporter la deuxième manche. Ce qui a fait que les gens étaient un peu tendus, étaient un peu dans les nerfs, donc ce qui fait que voilà, c'était un peu dur. Mais bon, comme ce qu'on a parlé à l'équipe, on nous a fait savoir quoi que voilà, il reste encore une journée, c'est la journée de demain. Donc sur 28 points à se partager, les Gambiens en ont pris 15 et demi et que nous les Sénégalais, on a pris 12 et demi. Donc juste 4 points, ils nous ont gagné de 4 points. Et ces 4 points-là, c'est à prendre demain. C'est à prendre demain parce que voilà, on a une équipe qui est dynamique, une équipe qui est jeune. Donc voilà, on va les motiver, on va les coacher de telle sorte que demain, pour qu'ils puissent quand même gagner les points qui nous restent. L'épreuve par équipe est au programme de ce samedi à partir de 9h. Le Sénégal est contraint à une large victoire pour inscrire son nom en premier au palmarès de la Coupe sénégambienne de golf. Et puis l'actualité internationale à présent avec la détection d'un nouveau variant du coronavirus en Afrique australe. La France suspend les arrivées en provenance de 7 pays d'Afrique. Idem pour le Maroc qui suspend les vols réguliers à destination et en provenance de la France. L'actualité internationale, c'est également avec 500 migrants secourus ce vendredi après le chavirage de leur embarcation au large de la Tunisie. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec Daniel Diouf. La France qui décide, après le Royaume-Uni, de suspendre immédiatement les arrivées en provenance de 7 pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l'Eswatini.
C'est la découverte d'un nouveau variant du coronavirus particulièrement préoccupant et rebaptisé Omicron par l'OMS qui explique cette décision selon les services du Premier ministre français. À partir de ce vendredi, le Maroc suspend également les vols réguliers à destination et en provenance de la France. En cause, la reprise de l'épidémie de Covid-19 dans l'Hexagone. Le Maroc a déjà coupé les liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne. Près de 500 migrants partis de la Libye ont été secourus ce vendredi par la marine tunisienne après le chavirage de l'embarcation qui les transportait au large de la Tunisie. Une patrouille de haute mer appuyée par des unités de la marine et des gardes-côtes ont secouru ce vendredi à l'aube 487 migrants clandestins d'origine arabe, asiatique et africaine. L'embarcation était partie des côtes libyennes pour l'espace européen. Et puis la République démocratique du Congo, ce pays qui possède du lithium en grande quantité, un produit notamment utilisé pour nos batteries de téléphones portables. Avec ses immenses réserves minières, la République démocratique du Congo dit avoir de quoi attirer les investisseurs internationaux. Sur les 20% du territoire de Manono au sud, le pays dispose de gisements qui vont jusqu'à 400 millions de tonnes de lithium, ce qui en fait la première grande réserve au monde devant l'Australie, avec des coûts d'investissement moins élevés que dans d'autres pays comme les États-Unis ou la Chine. Le pays veut aller plus loin que la simple exportation. La stratégie du gouvernement est de pouvoir produire des batteries sur place et ainsi générer de l'emploi. Merci Daniel Diouf, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.